Salam alaikum. On va voir aujourd'hui une conférence préparatoire au concours d'accès de résidana de médecine entrant dans le cadre de la spécialité de cardiologie. On va parler des syndromes coronariens aigus. On va tout d'abord parler de définition des syndromes coronariens aigus. Par la suite, le cours sera scindé en deux. On va commencer par parler des syndromes coronariens aigus avec sus décalage segment ST. Par la suite, on passera au syndrome coronarien aigu sans sus décalage segment ST. À travers ce cours, on a comme objectif de diagnostiquer un syndrome coronarien aigu, infarctus du myocarde, et planifier leur prise en charge, savoir connaître la physiopathologie succincte des syndromes coronariens aigus, savoir classer et définir correctement le syndrome coronarien aigu en fonction de la triade symptômes ECG troponinemi, identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge, argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient, et enfin décrire les principes de la prise en charge au long cours. Pour ce qui est des définitions, c'est-à-dire la classification classique des syndromes coronariens aigus, les scinde en deux. On a les syndromes coronariens aigus avec sus décalage segment ST, et comme son nom l'indique, c'est une nosologie basée sur l'ECG, c'est-à-dire c'est les patients qui ont une douleur thoracique associée à un sus décalage persistant segment ST à l'ECG. C'est le classique infarctus du myocarde avec ventricule. De l'autre côté, on a des syndromes coronariens aigus sans sus décalage persistant segment ST, douleur thoracique avec modification électrique ne comportant pas un sus décalage persistant. Dans ce cas-là, on aura deux possibilités. Soit on a des troponines élevées, témoins d'une nécrose, et cela entre dans le cadre d'un infarctus sans ventricule. Soit on a des troponines négatives et ça rentre dans le cadre de l'angor instable. On a cette classification qui est actuellement retenue en contrebalancée par l'ancienne classification et les anciennes définitions. C'est-à-dire, avant, on parlait d'angor stable, angor instable, infarctus sans ventricule et infarctus avec ventricule dès le départ. C'est une nosologie toujours d'actualité, mais beaucoup plus par la suite. À l'issue de la prise en charge, de l'exploration, qu'on peut dire que ce patient a un angor instable, un infarctus sans ventricule, un infarctus avec ventricule. Mais la classification actuellement reconnue, syndrome coronarien avec sus décalage segment ST, sans sus décalage segment ST, c'est une classification beaucoup plus pratique aux urgences parce que devant une douleur thoracique, on fait notre électrocardiogramme et selon le résultat de l'électrocardiogramme, on peut d'emblée parler du syndrome coronarien avec sus décalage persistant segment ST ou sans sus décalage persistant segment ST. Et par la suite, avec le résultat des enzymes cardiaques, on peut faire la part des choses entre angor instable et infarctus sans ventricule. Sur le plan physiopathologique, on a d'un côté le syndrome coronarien avec sus décalage segment ST, où ici le primomérince de la physiopathologie c'est une occlusion thrombotique totale de l'artère coronaire avec interruption du flux en aval de l'interruption, de l'occlusion. C'est généralement secondaire à une rupture de plaque, agrégat plaquettaire, puis formation du caillot du thrombus qui occlut complètement l'artère. Pour ce qui est du syndrome coronarien sans sus décalage segment ST, ici on a toujours une rupture de plaque qui va favoriser la formation d'un thrombus, mais ici le thrombus n'est pas complètement occlusif. On peut avoir des lésions subocclusives ou un thrombus qui n'est pas forcément responsable d'une altération importante du flux sanguin. Dans le cas où le thrombus occasionne une embolisation distale avec occlusion des artères et des capillaires distaux, dans ce cas-là, on peut avoir une élévation des troponines due à la nécrose périphérique et c'est le cas de l'infarctus sans ventricule. Si on n'a pas cette embolisation, généralement les troponines sont négatives et ici on parle d'angor instable.
comparaison avec l'onguent stable, durant lequel on a une plaque d'athérosclérose qui rétrécit la lumière, mais c'est une plaque qui est stable, c'est-à-dire sans rupture, sans érosion, c'est-à-dire le témoin de l'instabilité de la lésion, c'est le caractère fragile et rompu de la plaque. L'origine de ces syndromes cornéens aigus, principalement, c'est l'athérosclérose qui est favorisée par les facteurs de risque, que ce soit modifiables ou non modifiables, que vous connaissez. La douleur thoracique, c'est le maître symptôme d'insuffisance coronaire. On a les formes typiques avec douleur thoracique, médiothoracique, constrictive à type d'oppression avec irradiation vers les bras et la mâchoire, souvent accompagnée de troubles digestifs. On a aussi la possibilité d'avoir des formes de douleur thoracique atypiques, surtout fréquentes, c'est le sujet âgé et les diabétiques. Dans certains cas, on peut avoir une douleur qui est complètement absente, surtout chez les sujets diabétiques, et d'où la difficulté de faire un diagnostic. Le contact du patient est important en notant ses facteurs de risque, qui sont principalement les antécédents coronariens, personnels, tabagisme, hypercholestérolémie, l'HTA, diabète, ménopause et les antécédents coronariens familiaux. Ces facteurs de risque permettent de stratifier le risque du patient d'avoir une maladie coronaire, c'est-à-dire une probabilité chez ce patient d'avoir une maladie coronaire. Je m'explique. Un homme de 65 ans, fumeur, diabétique, hypertendu, a bien entendu une probabilité d'avoir une maladie coronaire beaucoup plus élevée, largement plus élevée qu'une jeune femme de 30 ans qui n'a aucun facteur de risque. Et c'est des éléments importants à prendre en considération initialement. Ce qui est parmi les éléments importants à noter pour la douleur thoracique, c'est les horaires. Horaire de début, c'est-à-dire on va chercher à déterminer le délai ischémique, c'est-à-dire le délai entre le début de la douleur et le contact médical. Et cette notion est surtout très importante dans le syndrome coronarien aigu avec sus-décalage segment ST, durant lequel on parlait d'une occlusion totale de l'artère, c'est-à-dire le délai entre le début de la douleur, qui est persistante, jusqu'au premier contact médical, c'est la durée pendant laquelle le myocarde est en souffrance et en ischémie. Et ça conditionne la nature, la prise en charge et le pronostic du patient. L'examen clinique, généralement dans les syndromes coronariens aigus non compliqués, est normal. La présence d'anémie généralement témoigne de complications. On peut avoir des signes d'insuffisance cardiaque gauche. Il faut ausculter une auscultation soigneuse à la recherche de complications, un souffle cardiaque récent, par exemple une insuffisance mitrale ischémique, la recherche d'un frottement péricardique, la recherche des poux périphériques, témoin soit la présence d'une artériopathie oblitérante quand ils sont diminués en embolie, ou voire même une complication d'un type d'embolisation périphérique. Le CG est une des pierres angulaires du diagnostic syndrome coronarien aigu. Il faut faire un ECG complet, dès le contact avec le patient, ECG complet 18 dérivations, incluant les 12 dérivations standards avec les dérivations basales et du ventricule droit. Cet ECG doit être renouvelé, comparé avec les ECG préexistants, surtout dans le syndrome coronarien, sans suivi décalage segment ST. Le résultat des ECG nous permet de faire la part des choses entre syndrome coronarien aigu avec sus-décalage persistant segment ST. Ici, on a un sus-décalage segment ST dans au moins 2 dérivations. Et il nous faut au moins 2 dérivations contiguës pour représenter un territoire vasculaire prédéfini dans le myocarde. Une seule dérivation à elle seule n'a aucune valeur sur le plan vasculaire. Ce sus-décalage doit dépasser les 0,2 mV, c'est-à-dire 2 mm dans l'élévation précordiale, c'est 1,6, et supérieur à 0,1 mV, c'est-à-dire 1 mm dans l'élévation périphérique. Dans ce cadre, on peut englober le bloc de branche gauche récent, avec les critères en faveur du syndrome coronarien ST+, comme on peut prendre en exemple les critères de Saccar-Bossart.
en sachant que le bloc de branche gauche complet, généralement, masque, dans certains cas, le sus-décalage des syndromes crâniens ST+. C'est-à-dire, devant un bloc de branche gauche aigu, devant une douleur thoracique, on peut se dire que le patient est en train de faire un infarctus et le sus-décalage ne peut être individualisé parce que déjà à l'état de base, comme vous connaissez, le bloc de branche gauche complet comporte un sus-décalage segment ST, certaines dérivations qui peuvent masquer un sus-décalage surajouté, comme le syndrome crânien aigu, l'ischémie peut provoquer la survenue d'un bloc de branche gauche. De l'autre côté, on a les syndromes crâniens aigus sans sus-décalage persistant segment ST. Et dans ce cas, on aura soit un sus-décalage transitoire, segment ST, dont la durée ne dépasse pas 20-30 minutes, le sous-décalage segment ST, des anomalies isolées de long T. Pour ce qui est des marqueurs biologiques, actuellement, un seul marqueur est pris en compte, tous les autres marqueurs ont été délaissés par rapport à la troponie. C'est-à-dire, le marqueur qu'on utilise maintenant est uniquement la troponine, idéalement dans sa forme ultrasensible, dosage possible dès la phase préhospitalière, aucun intérêt pour la prise de décision dans la ST+, comme on a dit, dans le syndrome crânien ST+, le diagnostic est fait devant une douleur thoracique et un sus-décalage persistant ST+, sus-décalage persistant du segment ST, de CG, ici le diagnostic est fait, on n'a pas réellement un problème de diagnostic, mais ici c'est le pronostic de la maladie qui importe. On peut doser les troponines dans ce cas-là, et plus ils sont élevés, plus ça témoigne d'une nécrose étendue et bien entendu de pronostics plus péjoratifs. Dans le ST+, systématiquement, on aura des troponines positives. Dosage à renouveler dans le syndrome crânien aigu sans sus-décalage du segment ST, dans les 1-3 heures suivant le premier dosage négatif pour la forme ultrasensible. Si on récapitule, on est devant un patient qui a une douleur thoracique. La première étape, c'est de faire rapidement dans les 10 minutes un ECG qualifiant. En faisant l'ECG, on aura 3 cas de figure. Soit on aura un sus-décalage du segment ST persistant, et ici c'est le diagnostic de syndrome crânien aigu avec sus-décalage segment ST, et ici on n'a pas besoin de marqueur biologique de troponine pour faire le diagnostic. Ici c'est l'urgence de la prise en charge de la réperfusion du patient. Deuxième cas de figure, on a des anomalies du segment ST ou denté, comme on a dit, sus-décalage non persistant, sous-décalage, modification des dentés, ou même un ECG strictement normal. Devant ce cas de figure, devant une douleur thoracique, on fait un dosage des troponines, idéalement ultrasensible, et ici on aura 2 cas de figure. Premier cas de figure, les troponines sont positifs, avec une positivité concordante avec une nécrose myocardique, et ici c'est le diagnostic de syndrome crânien aigu sans sus-décalage, troponine positive, enstémie des anglo-saxons ou infarctus sans entru. Ça peut être positif, mais avec des chiffres pas très élevés, douteux, c'est-à-dire positif, mais pouvant être compatible avec d'autres diagnostics. Ici, on fait un deuxième dosage, et l'élévation entre le premier dosage et le deuxième dosage des troponines témoigne d'une nécrose, d'une ischémie en cours, et ça pose le diagnostic d'infarctus sans entru. Si ces troponines ont le même niveau, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'augmentation des troponines, ici, on remet en cause le fait qu'il y ait une nécrose en cours, une ischémie en cours, et on pense à d'autres diagnostics. Dans le deuxième cas de figure, on a des troponines initialement négatives. Et ici, on évalue le délai entre début de douleur et réalisation des troponines. Si ce délai est supérieur à 6 heures, c'est-à-dire délai jugé suffisant pour qu'il y ait une libération de troponine dans la circulation sanguine, c'est-à-dire on est dans 2 cas de figure. Soit le contexte clinique
électrique n'est pas en faveur du syndrome crânien aigu avec des troponines négatives, c'est-à-dire on remet en cause le diagnostic et on pense à d'autres étiologies, soit le contexte clinique et le CG en faveur d'un syndrome crânien aigu, et ici on est dans le cas syndrome crânien aigu sans sus-décalage segment ST troponine négatif et c'est longueur instable. Si le délai entre début de douleur et réalisation des premières troponines est inférieur à 6 heures, ici on fait un deuxième dosage des troponines et en fonction de son résultat, soit on pose le diagnostic d'infarctus ventriculaire ou longueur instable, soit on remet en cause le diagnostic de syndrome crânien aigu. On va maintenant débuter avec le syndrome crânien aigu avec sus-décalage segment ST. On a dit que dans ce cas de figure, on a une douleur thoracique, typique atypique, avec à l'ECG un sus-décalage persistant du segment ST. Ici, le diagnostic est facile. On n'a pas besoin de doser les troponies pour le diagnostic, on peut les doser à visée pronostique. Ici, c'est beaucoup plus la gravité de la situation et l'urgence de la reperfusion. L'artère est complètement occluse, il faut reperfuser, rétablir un flux dans l'artère le plus rapidement possible. La stratification du risque est importante ici, on peut utiliser des scores ou autres, et la prise en charge du patient est basée sur la stratégie de reperfusion et par la suite surveillance en musique. Il faut conditionner bien entendu le patient, voie d'abord veineuse, périamologique, surveillance électroscopique, monitorage, évaluation de la douleur. Et il faut surtout aussi une proximité immédiate d'un défibrillateur parce que une des complications majeures du syndrome crânien ST+, c'est la survenue de troubles du rythme grave, type de fibrillation ventriculaire, qui est synonyme de décès si on n'est pas capable de faire un choc électrique externe immédiat. L'analyse de l'ECG est importante ici. Il faut rechercher le sus-décalage persistant segment ST. Il faut voir généralement le miroir, c'est-à-dire c'est le sous-décalage dans la dérivation contralatérale. Ce miroir est souvent retrouvé mais n'est pas systématique. On peut renouveler les ECG si l'ECG initial n'est pas très probant. On peut avoir plusieurs types de décalage, mais c'est la classique en deux par des courants de lésions sous-épicardiques. Et l'image en miroir, c'est un type de sous-décalage. Dans certains cas, l'analyse de l'ECG est difficile. Comme on a dit, les patients qui ont un bloc de branche gauche, les patients porteurs d'un pacemaker ou les patients qui ont des hypertrophies ventriculaires gauche importantes. D'où l'intérêt ici d'avoir des ECG référents anciens. Et il faut aussi évoquer les diagnostics différentiels du sus-décalage segment ST. Il y a plusieurs situations où, à l'état de base, on peut avoir un sus-décalage à l'ECG. Généralement, c'est un sus-décalage fixe qui ne change pas avec le temps. On a type repolarisation précoce, on peut avoir des sus-décalages mais qui est concave dans les péricardites. On peut avoir un sus-décalage chez les patients qui ont déjà fait un infarctus du myocarde et qui ont gardé comme séquelle un anévrisme du ventricule gauche. Et on a d'autres situations où on peut avoir des sus-décalages fixes. L'analyse de l'ECG est importante, comme vous voyez dans ce ECG, on a un sus-décalage du segment ST dans le territoire antéroceptal. Comme vous voyez ici, V1, V2, V3 et V4, qui est témoin d'un infarctus, un syndrome crânien aigu avec sus-décalage segment ST, un territoire antérieur. Ici, l'artère coronaire responsable de l'infarctus, c'est l'artère interventriculaire antérieure. Vous avez image en miroir, type de sous-décalage dans le territoire inférieur des 2, des 3 et AVF. On peut évaluer le retentissement hémodynamique du syndrome crânien aigu, par exemple en utilisant la classification du KILIP en 4 stades. KILIP 1, pas de signe d'insuffisance ventriculaire gauche, pas d'oral crépitant, fréquence respiratoire normale, pression artérielle systolique normale. KILIP 2, c'est le suborapé avec crépitant perçu sur moins de la moitié des champs pulmonaires, mais toujours une pression artérielle systolique normale. KILIP 3, c'est l'OAP avec des crépitants dépassant les mi-champs pulmonaires.
avec une pression artérielle systolique normale. Et le type 4, c'est le choc cardiogénique. En association des crépitants, on a une pression artérielle systolique basse. Pour stratifier le risque et le pronostic, on peut utiliser des scores, par exemple comme le score de TIMI. Plus ils sont élevés, plus le pronostic du patient est péjoratif. Il faut toujours éliminer les principaux diagnostics différentiels, se basant principalement sur la clinique. Il faut éliminer une péricardite, myopéricardite, les dissections aortiques, les embolies pulmonaires, les affections pleuropulmonaires, les pathologies digestives. Ce type de pathologies peuvent vous donner une symptomatologie similaire, un type de douleur thoracique, mais avec des caractéristiques un petit peu différentes de la classique douleur thoracique angineuse. Sur le plan électrique, il faut éliminer les situations les plus fréquentes où on peut avoir ce décalage persistant segment ST, comme les anévrismes, les ectasies ventriculaires, les repolarisation précoce et l'hypertrophie ventriculaire à gauche. Ici, comme on a dit, l'intérêt de ces jets de référence. Une notion très importante ici, c'est les délais de prise en charge qui conditionnent l'attitude à entreprendre. On a les traitements de reperfusion, c'est la base du traitement du ST+, c'est-à-dire il faut reperfuser le plus rapidement. On a la fibrinolyse intraveineuse avec la thrombolyse, avec administration du traitement, bien entendu, en absence de contre-indication. Le traitement thrombolytique peut être potentiellement hémorragique. Il assure généralement une reperfusion dans 60% des cas. La ténectéplase est aujourd'hui le plus utilisé, le plus recommandé avec une injection en bolus rapide, adaptée au point. La deuxième technique de reperfusion, l'angioplastie primaire, c'est le gold standard. Elle permet la reperfusion, la recanalisation avec flumitimide 3 dans plus de 90% des cas. Ses inconvénients, c'est d'ordre logistique, c'est les délais de transport vers un centre de cardiologie interventionnelle avec une équipe disponible H24 avec des centres à haut débit pour avoir de bons résultats. Pour le traitement de reperfusion, on a deux délais déterminants, délai début de douleur, premier contact médical, et le deuxième délai, c'est première contact médical, possibilité d'angioplastie. C'est-à-dire ces délais, il faut les étudier et calculer pour pouvoir décider quel type de reperfusion doit bénéficier du patient. De telle sorte, devant un patient qui a un syndrome crânien avec sus-décalage segment ST, on est devant deux cas de figure. Le cas de figure initial le plus simple, c'est le patient est au niveau d'un hôpital avec salle de cathétérisme pouvant réaliser une angioplastie primaire en urgence. Ici, il faut réaliser cette angioplastie sur place dans un délai ne dépassant pas les 60 minutes et la prise en charge est assurée. Si le patient est pris en charge au niveau d'un hôpital ne pouvant pas assurer une angioplastie primaire en urgence, ici on évalue les différents délais pour réaliser une angioplastie possible, c'est-à-dire incluant le transfert du patient vers un centre où il peut bénéficier d'une angioplastie primaire, en incluant les délais de transport et le délai de réalisation de l'angioplastie. Si on peut faire cela en moins de 120 minutes, on le transfère vers un centre où il peut bénéficier d'une angioplastie. Si ce délai dépasse les 120 minutes, on ne le transfère pas immédiatement, on réalise une thrombolyse, on thrombolyse le patient, et ici, selon le résultat de la thrombolyse, si la thrombolyse n'a pas pu permettre de reperfuser l'artère, c'est-à-dire échec de thrombolyse, ici, il faut immédiatement adresser le patient à un centre d'angioplastie pour réaliser ce qu'on appelle une angioplastie de sauvetage. Si on a des signes en faveur de succès de fibrinolyse, c'est-à-dire disparition de la douleur, diminution du sus-décalage du segment ST de plus de 50%, d'autres signes de reperfusion, comme par exemple la survenue de RIVA, rythme ventriculaire
accélérée si une tachycardie ventriculaire ralentie, témoigne de non-perfusion. Devant ce cas, on réalise une coronarographie, mais on a au-delà de 3 heures de la thrombolyse dans les 24 heures qui suivent l'hospitalisation. Après avoir réalisé la reperfusion, bien entendu, on a un certain nombre de traitements qui doivent accompagner la prise en charge du patient. C'est-à-dire, on a dit c'est une maladie athérothrombotique où le caillot sanguin, la thrombose, est le point central de la prise en charge. C'est-à-dire, qui dit thrombose dit traitement antithrombotique. C'est-à-dire, il faut donner un certain nombre de médicaments systématiquement. On a l'aspirine, une dose de charge en IV ou en péros. Pour la douleur, on donne des antalgiques, bien entendu, pour soulager le patient. On donne un deuxième traitement anti-agrégant plaquettaire, c'est-à-dire, de préférence, les nouveaux anti-agrégants, type prasugrel ou ticagrelor. À défaut, on peut donner le clopidogrel, bien entendu, toujours en association avec l'aspirine. En plus, on donne un traitement anticoagulant, généralement c'est les héparines. En plus de cela, si le patient désature avec une saturation inférieure à 95%, on administre d'oxygène. Si il a une douleur très importante, on peut donner des dérivés nitrés. On peut donner des bêta-bloquants, surtout devant une tachycardie en absence de signe d'insuffisance ventriculaire gauche. Et surtout en cas d'exacerbation douloureuse résistante aux antalgiques. En plus, on peut aussi donner des statines qui vont agir sur le taux de cholestérol. Une notion très importante, devant toute médication, il faut le respect strict des contre-indications. La prise en charge des complications est importante. Il y a plusieurs types de complications. On a les troubles du rythme ventriculaire. Ça nécessite une médicalisation précoce, présence d'un défibrillateur. Généralement, le premier traitement antiarythmique de première intention, c'est l'amiodarone. Devant la survenue de bradycardie, trouble de la conduction, on commence toujours par l'atropine. Si échec, on passe à l'entraînement électrosystolique externe. Devant une atteinte du ventricule droit, généralement, on aura des hypotensions et un collapsus qui sera traité par remplissage prudent. Devant un signe d'insuffisance cardiaque gauche, insuffisance ventriculaire gauche OAP, c'est la base du traitement d'OAP, dérivé nitré, furosémide, voire à l'extrême, ventilation par CPAP. Devant un choc radiogénique, bien entendu, on peut donner la dobutamine, contre-pulsion intra-aortique, l'assistance circulatoire et bien entendu le traitement est principalement étiologique. Il faut reperfuser l'artère occluse. Tout syndrome coronarien ST+ doit être admis en unité de soins intensifs cardiologiques, au mieux, bien entendu, comme on a dit, en USIC associé à un plateau de cardiologie interventionnelle. L'admission doit être dans les hôpitaux avec salle de cathétérisme, doit être directement au niveau de la salle de cathétérisme. Le patient ne doit pas passer par généralement les urgences pour maximiser la rapidité de prise en charge du patient et la reperfusion le plus rapidement possible. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, le saignement coronarien aigu, sensus décalage segment ST. Ici, bien entendu, devant une douleur thoracique, il faut faire un ECG complet, et à l'ECG, toujours initialement, il faut éliminer le ST+, le décalage c'est un ST+. Dans la ST-, généralement, on a un sous-décalage segment ST ou des modifications de long T. Ici, l'intérêt de répéter les ECG pour décider d'éventuelles modifications électriques. On va avoir des grandes ondes T pointues et symétriques. Quand elles sont positives, on parle d'ischémie sous-endocardite. Quand c'est négative, ischémie sous-épicardique. On peut avoir le sous-décalage segment ST, c'est le courant de lésion sous-endocardique. On peut avoir le sous-décalage transitoire, qui ne doit pas dépasser 20-30 minutes.
courant de lésion sous-épicardique. Ici, les troponines ont une valeur diagnostique importante, c'est-à-dire on fait le dosage des troponines ultrasensibles et ici on a 3 cas de figure. Le premier cas de figure, on a des troponines strictement négatives. Ici, on est sûr que le patient n'est pas en train de faire un syndrome coronarien aigu troponine positive. C'est-à-dire, généralement, on se base sur 2 dosages des troponines. À H0 lors du contact médical et on refait un autre dosage H1. Si le dosage est strictement négatif, normal, ou légèrement positif, mais sans augmentation des chiffres après le dosage d'A1 heure, ici, on remet en compte le diagnostic du syndrome coronarien aigu, sans suite égale à segment ST, et le patient n'a pas un infarctus sans onde Q. C'est-à-dire, si la douleur et le CG ne sont pas parlants, on décharge le patient et on recherche d'autres étiologies. Bien entendu, dans ce cas-là, si la douleur elle est typique et le CG présente des modifications, on peut avoir ce qu'on appelle l'angor instable, qui, par définition, a des troponines négatives. L'autre extrême, c'est on a des troponines fortement élevées ou une augmentation significative du dosage de troponine, c'est-à-dire au-delà de 20-30% après le dosage d'une heure. Et ici, ça vous pose le diagnostic de syndrome coronarien aigu sans suite égale à segment ST troponine positive, classique infarctus sans onde Q. Dans la situation borderline où on n'a pas une augmentation importante de troponine mais qui ne sont pas négatives, ici qu'est-ce qu'on fait? On fait un dosage à H3 des troponines. On peut céder aussi une échocardiographie qui éliminera certains diagnostics et orientera vers une possibilité d'avoir une maladie coronaire. On évalue la cinétique du myocarde. Et ici, on aura 3 cas de figure, soit dosage des troponines en faveur d'un syndrome coronarien aigu, troponine positive, ici, la prise en charge, bien entendu, comportera la coronarographie, soit remet encore fortement le diagnostic et ici on passera à d'autres types d'exploration moins invasives. Une autre étape importante de la prise en charge du syndrome coronarien aigu, ici devant une douleur thoracique, on a fait le CG, le dosage des troponines et on a diagnostiqué un syndrome coronarien aigu sans suite égale à segment ST. Ici, il est important de stratifier le reste du patient. Je m'explique. À la différence du ST+, qui est une pathologie d'emblée grave, occlusion d'une artère coronaire, qui doit bénéficier d'une reperfusion immédiate, avec de toutes les façons un pronostic réservé. Dans le ST-, on a un panel de pronostics qui va du patient ou de la patiente jeune avec peu de facteurs de risque, qui a une douleur thoracique, ECG peu modifié, troponine négative, au patient âgé de 80 ans, diabétique, hypertendu, qui a une douleur thoracique typique avec un ECG où on a un sous-décalage diffus avec un angor persistant récidive. C'est-à-dire d'un côté vous avez des patients qui ont une probabilité d'avoir une maladie coronaire sévère très faible, et de l'autre côté des patients où ils ont une probabilité d'avoir une atteinte tritronculaire sévère. Le pronostic varie. Et bien entendu, du moment où on a tout ce panel de situations, notre prise en charge doit être adaptée. C'est-à-dire traitement rigoureux agressif pour les patients à très haut risque et traitement
moins agressif pour les patients à faible risque. On peut aussi s'aider avec des outils de score de stratification, comme le score de Grace, le TIMI, ou les différents éléments par exemple, des recommandations de la Société européenne de cardiologie. Un exemple ici du score de TIMI, du score de Grace. La prise en charge, je vous ai mis les nouvelles recommandations de prise en charge syndrome coronarien aigu sensu décalage segment ST qui viennent de sortir lors du mois d'août 2020. C'est les recommandations de la Société européenne de cardiologie. Ici, devant une douleur thoracique, bien entendu, on fait un ECG, on fait le diagnostic syndrome coronarien aigu, segment ST, on aura 2 cas de figure. Ici, si on est devant un patient qui est pris en charge dans un centre qui a la capacité de faire une angioplastie. On stratifie le risque et selon la stratification de risque, on a 3 cas de figure. On est soit devant un patient à très haut risque, et ici on réalise une coronarographie dans les 2 heures qui suivent la prise en charge, soit on est devant un patient qui est à haut risque, on réalise la coronarographie précocement, c'est-à-dire dans les 24 heures durant la journée qui suit la prise en charge, soit on est dans le cas d'un patient à faible risque, et ici la prise en charge elle est sélective, c'est-à-dire on peut faire la coronarographie comme on peut opter pour d'autres explorations moins invasives selon le contexte clinique et les préférences du patient. Bien entendu, si le patient est pris en charge au niveau des urgences ou d'un centre sans capacité d'angioplastie, chez un patient à très haut risque, il faut immédiatement le transférer d'un centre avec capacité d'angioplastie. Si il est à haut risque, il faut le transférer durant la journée. S'il est à faible risque, le transfert n'est pas obligatoire. Maintenant, les patients à haut risque, c'est des patients qui doivent bénéficier d'une coronarographie dans les 24 heures. C'est tous les patients avec un des critères suivants. Soit un STEMI confirmé, c'est-à-dire troponie positif, soit des modifications dynamiques du segment ST suggèrent une ischémie, soit un sus-décalage segment ST transitoire, soit un score de Grace, par exemple, supérieur à 140. Une stratégie invasive immédiate dans les 2 heures est recommandée chez les patients présentant au moins un des critères de risque très élevé. Patients avec instabilité hémodynamique ou cardiaque, douleur thoracique récurrente ou réfractaire malgré un traitement médical, patients avec arythmie menaçante, complications mécaniques d'infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque clairement liée au syndrome coronarien aigu, et présence d'un sous-décalage supérieur à 1 mm dans plus de 6 dérivations, avec un sus-décalage segment ST sur un AVR ou un AVR. C'est-à-dire, si on résume, initialement dans un patient qui a une douleur thoracique, il faut une évaluation clinique, typologie de la douleur, évaluation des symptômes et l'examen clinique, histoire pour la probabilité de la maladie coronaire, et réaliser un ECG. Ici, on aura 3 cas de figure. Soit on fait le diagnostic syndrome coronarien ST+, et ici il faut faire révision immédiate en urgence, soit pas de maladie coronaire et on recherche une autre étiologie. Le 3e cas de figure, c'est le syndrome coronarien aigu possible, c'est-à-dire probablement un syndrome coronarien sans sus-décalage segment ST, et ici on a 3 cas de figure. Soit on a des critères de risque très élevés, la coronarographie doit se faire d'une manière urgente dans les 120 minutes, soit on a des critères à haut risque. La coronarographie doit être précoce dans les 24 heures. En l'absence de ces critères, de très haut risque et de haut risque, la coronarographie est ici soit différée, soit on opte pour une attitude non invasive. C'est-à-dire on peut réaliser soit un coroscanner, soit faire à distance des tests d'ischémie à la recherche d'ischémie. Idéalement des tests avec imagerie, c'est-à-dire échocardiographie de stress ou IRM de stress ou scintigraphie myocardique. Pour les traitements adjuvants, c'est comme le syndrome coronarien aigu avec sus-décalage segment ST.
c'est-à-dire double anti-agrégation plaquettaire, aspirine pour plus un deuxième anti-agrégant, idéalement prasugrel ou ticagrelor à défaut clopidogrel, peut donner, bien entendu, les bêta-bloquants en cas de nécessité des antalgiques. On a certaines particularités, c'est-à-dire on peut avoir recours aux anti-agrégants IV, type par exemple anti-GP2B3A, c'est une forme injectable dans certaines situations avec charge thrombotique très importante. Ici, ce tableau récapitule la prise en charge des syndromes coronaires aigus sans suite décalage segment ST et les différentes thérapeutiques utilisées selon les dernières recommandations, c'est-à-dire devant douleur thoracique, on fait un ECG, dosage des troponines, et selon ce dosage et ce ECG, on fait le diagnostic du syndrome coronaire aigu sans suite décalage segment ST. La base du traitement, c'est la double anti-agrégation plaquettaire, l'héparine. On fait, selon la stratification du risque, une coronarographie en cas de risque très haut et haut élevé, une attitude sélective si le risque n'est pas haut ou très haut. Quand on réalise une coronarographie, selon le résultat de la coronarographie, selon l'anatomie coronaire, on opte soit pour une angioplastie, soit pour un pontage, soit un traitement médical. Au décours de la phase aiguë, certains nombres d'éléments sont très importants. Il faut contrôler les facteurs de risque cardiovasculaires qui sont à l'origine, bien entendu, de cette maladie. Arrêt du tabagisme, traitement de la dyslipidémie, équilibre d'une éventuelle HTA, traitement d'un éventuel diabète, traiter l'éventuelle insuffisance cardiaque, bien entendu, à base d'IVC, bêta-bloquant, éventuellement, et antagoniste d'aldostérone. Associé, selon la symptomatologie et le réseau coronaire, une médication anti-ischémique. Orienter le patient pour une réhabilitation ou réadaptation cardiaque. Évaluation de la capacité de travail. Évaluation de la durée et de la nature du traitement antithrombotique. Généralement, l'aspirine, c'est à vie. Le deuxième anti-agrégant plaquettaire pendant une durée de 12 mois, bien entendu, selon le risque ischémique hémorragique du patient. Évaluer d'éventuelles revascularisations supplémentaires de lésions non coupables et les éventuels traitements associés spécifiques. Principaux objectifs de la prise en charge du syndrome coronaire aigu et la diminution des délais de prise en charge. Il faut une médicalisation précoce de toute suspicion d'infarctus, réaliser un ECG devant toute suspicion de douleur thoracique, permettre au plus grand nombre de patients de bénéficier précocement des traitements de reperfusion, et il faut une orientation adaptée des syndromes coronaires aigus. Et je vous remercie.